intervention qui va être faite par Charlène Isida, qui est responsable du pôle violence conjugale au sein de l'association Jama Jigi, et qui va nous parler surtout face à la violence, je porte plainte et après. Parce qu'il ne suffit pas de porter plainte, et elle va nous éclairer sur ce sujet. Est-ce que je peux avoir... merci. Bonjour à tous. Merci à Migration Santé pour l'invitation. Ok, merci beaucoup. Donc je disais merci à Migration Santé pour l'invitation et d'accepter qu'on participe à cette journée d'études. Alors oui, je suis responsable du pôle violence conjugale, mais voilà, il est important quand même pour nous de préciser que il ne s'agit pas de violence conjugale, mais bien de violence sous toute forme. De violences intrafamiliales d'abord, et après, les violences, elles ont, on le sait, de multiples visages. C'est un pôle que je partage avec la présidente de l'association, qui est là d'ailleurs, Aminata, qui, elle, s'occupe des mutilations, et moi, du coup, pour le reste. C'est important pour nous de venir partager avec vous cette question. Je porte plainte, et après, qui est une question qui revient beaucoup, que ce soit pour celles qui ont déjà porté plainte, mais que ce soit également pour celles qui n'osent pas franchir le pas. Donc, on a fait une petite analyse de terrain et on a tenu à la partager avec vous. Et on a aussi mis en place des commandements qu'on va aussi partager avec vous quand on est face, du coup, à ces situations. Donc, dans un premier temps, ce qui me paraît important d'aborder, c'est avant le dépôt de plainte, d'abord. Ensuite, on va aborder la question de loi des polarités, comment on fait face aux autres, à nos proches. La question du logement, qui est une vraie question aussi, qui nous, qui vient beaucoup, qui revient beaucoup sur le terrain. Se reconstruire. Et après, si on a le temps, ça va dépendre du timer, bien sûr, du timing. Mais voilà, si on a le temps, on reviendra aussi, on fera des rappels, notamment sur les différentes formes de violence, le cycle et pourquoi pas les numéros d'urgence, qui me paraît important aussi d'aborder à chaque fois, ne serait-ce que pour la mémoire. Voilà, donc avant le dépôt de plainte, les femmes qu'on reçoit sont soit dans un déni, soit encore très amoureuses de leur conjoint, de leur partenaire de vie, comme j'aime bien dire, parce que c'est pas forcément le conjoint, c'est pas forcément la personne avec qui on vit dans la maison, c'est pas forcément le mari, mais c'est quelqu'un qui partage en tout cas un espace de vie avec nous. Évidemment, elles sont sous emprise. Et il y a aussi la peur. Donc la peur, c'est quoi ? C'est la peur de représailles, la peur que le conjoint se retourne finalement contre elle. Et l'autre peur, c'est la peur de briser la famille. Alors c'est vrai que sur le dos des femmes, il se repose énormément de responsabilités, notamment celle du foyer, où si vous n'avez pas votre époux, finalement, que vous n'arrivez pas à le garder, c'est de votre faute. Si vous portez plainte, vous brisez votre foyer. Et donc, souvent, ce qui revient, c'est « mais moi, je ne veux pas que le père de mes enfants se retrouve en prison ». Et pourtant, celui qui commet le crime, parce que c'est un crime, lui, à aucun moment ne s'est interrogé de s'il allait vous envoyer à l'hôpital. Et dans le pire des cas, comme on a vu tout à l'heure avec l'association AFVF, c'est le cimetière, finalement. Donc voilà, donc on est face à ce type de réaction, et elles arrivent avec ce poids et l'emprise et l'amour et la peur, etc. Donc nous, pour pouvoir
pallier à cela. Ce qui est important pour nous, c'est de leur rappeler que nous, on n'est pas là pour les obliger à quoi que ce soit. On est vraiment dans un but d'accompagnant. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent entendre que ce qu'elles vivent, en aucun cas, c'est normal. Donc ça, bien sûr, ça fait partie du terrain aussi, c'est de leur dire, écoutez, ce que vous vivez, peu importe quel visage cela a pris, ce n'est ni normal ni acceptable. Néanmoins, vous ne pouvez porter plainte que lorsque vous êtes prête. Donc, je porte plainte quand je peux. C'est vraiment le premier commandement qu'on apporte sur ce sujet, afin qu'elles ne se sentent pas justement sous contrainte, obligées, parce que nous aussi, on prend en compte tous les facteurs que je vous ai présentés en amont. Donc, bien sûr, pas de commentaires désobligeants, pas de « et pourquoi vous vous réveillez maintenant ?» Voilà, non, on n'est absolument pas... Non, mais... Je le dis parce que, voilà, on en a encore à recevoir ce type de commentaires. Le deuxième point qui vient aussi gêner le dépôt de plainte, c'est ce qu'on appelle la loi des polarités. Alors, la loi des polarités, pour reprendre brièvement, ça fait partie des 14 lois de l'univers et qui consiste à dire qu'il n'y a pas de victime sans coupable et que, naturellement, il n'y a pas de coupable sans victime. Sauf que cette loi n'est évidemment jamais respectée. Le coupable, normalement, devrait être celui qui commet le crime. Pourtant, il y a une inversion systématique de la culpabilité. Donc, bien entendu, on se retrouve avec des femmes qui portent le poids de ce qu'elles ont vécu. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est à la femme de tenir son foyer. Donc, tout va reposer sur elle. Et si elle ne dit rien, si elle ne se manifeste pas, qu'elle garde le silence, bah, c'est parce qu'elle aime ce qu'elle reçoit. Bah, elle aime recevoir des coups, hein, de toute façon. Voilà. Et puis, si elle porte plainte à ce moment-là, c'est là que les choses s'inversent. C'est-à-dire que le coupable n'est pas coupable parce qu'il a commis un crime, mais il le devient parce qu'elle l'aura dénoncé. Donc, on a le sentiment que ces auteurs de faits sont dans une position un petit peu confortable, et puis tant qu'on ne les dénonce pas, eh ben, ils continuent de sévir. Mais si on les dénonce, eh ben, la culpabilité est inversée. Donc, il faut faire face à la maman de l'auteur, à certainement les enfants aussi, aux enfants, qui vont vous reprocher de mettre leur père en prison, de vous en prendre à eux, de briser votre foyer, le regard des autres, et puis la société dans laquelle on est aussi fait peser aussi cette inversion de culpabilité. Donc voilà, donc c'est important pour nous. Tout à l'heure, Sokneh disait que les victimes ne sont pas que victimes, mais elles ont le droit aussi d'avoir une posture de repentance et de femmes combatives, bien entendu, et aussi rappeler qui est la victime dans l'histoire pour que systématiquement ce ne soit pas inversé. Mais ça fait partie aussi des critères qui font que ces femmes n'osent pas du coup aller porter plainte parce que ça se retourne beaucoup de fois contre elles. Du coup, le deuxième commandement qui nous est important de rappeler aussi dans ces cas-là, c'est que la culpabilité ne doit pas changer de camp, jamais. Et elle ne doit pas non plus vous faire reculer face à un coupable et qui peut potentiellement vous mettre en danger. Donc, la question du logement, maintenant. Donc, c'est vrai qu'à Djammadjigui, nous, on a une force de frappe qui va être sur toute la partie bien-être. Donc, on va pouvoir vous mettre à disposition tout un tableau de professionnels. Ça va du psychologue à la masseuse, en passant par la sexologue, les coachs, etc. Sauf que dans la plupart des cas, quand ces femmes viennent à nous, elles sont dans une détresse. Et l'accompagnement psychologique est très important, évidemment. Mais elles, ce dont elles ont besoin tout de suite, c'est la mise en sécurité. Et là-dessus, c'est vrai que nous, on n'a pas de mur en fait pour pouvoir les accueillir. Donc, on a été très heureuse, en tout cas moi, j'étais très heureuse d'apprendre qu'il y a des hébergements qui vont sûrement voir le jour au mois de janvier, d'apprendre que finalement, on peut trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai que la question du logement, elle est
très compliqué. Ce qui revient beaucoup, c'est « oui, mais si je porte plainte, où est-ce que je vais ?» Effectivement, elles retournent au domicile et font face, encore une fois, à l'agresseur. Il y a aussi la question des enfants. Bon, bah, si je pars, finalement, comment je fais avec mes enfants, et puis à l'école, et puis leur confort, et puis voilà, toutes ces questions qui viennent gêner aussi ce passage à l'acte de « je porte plainte ». Et on se rend compte que finalement, bah, c'est pas si simple en fait, et qu'il suffit pas juste de pousser la porte d'un commissariat. Finalement, ça enclenche beaucoup de choses aussi derrière. Donc voilà, donc juste pour rappeler rapidement, en dehors des professionnels que je citais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on va pouvoir mettre à disposition des colis alimentaires, des colis d'hygiène, des jeux, des vêtements, mais voilà, ça fait pas tout. Donc, c'est vrai qu'on a aussi eu connaissance qu'il y avait, ce matin on a aussi abordé le sujet, c'est les téléphones grave danger, la mise à l'écart de l'auteur des faits. Pour certains cas, en tout cas pour les mariés, on a aussi... j'ai oublié le nom. Comme on vous disait ce matin, c'était quand on est à mesure d'éloignement. Ordonnance de protection, merci beaucoup. Voilà, donc là, on a appris aussi que ça pouvait être mis en place, mais voilà, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ce qui vient aussi nous affaiblir. Donc nous, le commandement qu'on met aussi en place par rapport à ça vis-à-vis de ces femmes, c'est « je suis gardienne de ma vie ». Donc, les services compétents de l'État, ils feront ce qu'ils peuvent. Les associations avec lesquelles nous, on n'hésite pas à réorienter, ne serait-ce que SOS Femmes pour le logement, le 115, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Et nous, si on a la possibilité d'avoir une maman, une sœur, un tonton, une tati qui peut aussi participer à cette mise en sécurité, qu'on n'hésite pas. On a très peu de femmes qui osent déjà en parler au sein de la famille. Il y a une espèce d'omerta, il y a la pudeur, il y a la honte. C'est pas simple. Et puis, comment on va aller vivre en tant qu'adulte chez un autre adulte? Voilà, c'est très compliqué. Et en même temps, il faut se sauver. Donc, en attendant que les choses bougent, qu'il y ait plus de murs, ou qu'il y ait d'autres moyens, qu'il y ait des mesures d'éloignement, peut-être pour plus de femmes, et si on a la possibilité de se mettre en sécurité chez quelqu'un à l'abri, qu'on n'hésite surtout pas. Ensuite, il y a la partie reconstruction. Donc, quand on est victime de violences, et peu importe les violences, il y a un corps abîmé et un mental fracturé. Donc, nous, comme je disais, on a cette possibilité, cette force de frappe de pouvoir accompagner avec des professionnels, mais ça ne fait pas tout. Les victimes sont aussi souvent préoccupées par l'auteur oui, ok, il me le fait plus à moi, mais il va le faire à quelqu'un d'autre, et puis ça va se répertorier sur une autre femme, ça va continuer, s'il le fait pas à moi, il le fera aux enfants, voilà, ça continue. Il y a aussi le côté justification. On justifie l'acte, on justifie les raisons pour lesquelles tel ou tel auteur s'est permis de passer à l'acte. Donc, nous, ce qu'on a envie, et en tout cas on fait de notre mieux pour que nos femmes battantes passent de la chenille au papillon, qu'elles puissent s'émanciper, qu'elles puissent finalement avancer et faire en sorte que ça n'arrive plus à elles et qu'elles se préoccupent d'elles. Leur rappeler qu'elles sont importantes, leur rappeler qu'elles ont de la valeur, leur rappeler qu'elles sont la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, et que même si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune justification, aucune, à ces actes de barbarie, à ce qu'elles vivent.
Voilà, donc le 4e commandement qu'on met à disposition par rapport à ça, c'est « Je suis responsable de mon chemin thérapeutique, mais pas de celui de mon bureau ». Donc du coup, vraiment se préoccuper, se recentrer, zoomer finalement sur l'essentiel qui est du coup elle-même. Alors, je ne sais pas si je dispose encore de quelques minutes ou... Oui, je peux. Voilà. Donc rapidement... Ok, merci. Donc rapidement, faire un petit zoom sur les visages de la violence, donc quand elles sont verbales, quand elles sont psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, administratives. Elles ont vraiment toutes ces formes-là, et elles ont des formes qui sont tout le temps différentes. Par contre, ce qui n'est pas différent... Alors, ah oui, je vais revenir dessus tout à l'heure. Hop. Ah, je ne l'ai pas mis. Alors, ce qui n'est pas différent, du coup, c'est le cycle qui arrive toujours de la même façon, mais bon, là, on ne l'a pas. Qui contacter, donc en cas de danger immédiat, le 17 ou le 114, pour un conseil ou une écoute, 3919, mais qui est aussi un numéro pour les victimes de violences. En cas de violence sexuelle, si vous voulez le noter, on a le 0800 09 95 95. Pour échanger par chat avec un policier ou un gendarme, donc on a le site arrêtonslesviolences.gouv.fr et on a également l'application mobile AppL avec un S, donc app-ELLES. Voilà, donc on vous a mis aussi les horaires, donc si vous voulez les noter, je vous les laisse un petit peu là en image. Et puis si vous avez des questions, savoir un petit peu plus sur l'association, eh ben, je suis là pour ça et je répondrai à vos questions. Et si vous avez des conseils aussi, on prend. Merci Charlène. Donc, tu as mis l'accent sur les réticences, les hésitations déjà pour porter plainte et surtout sur les interrogations pour l'après et sur le manque aussi de solutions donc à proposer pour protéger et accueillir ces personnes qui se décident pour porter plainte. Donc j'imagine que dans vos expériences de terrain, vous étiez confrontés à ces situations d'hésitation, à ces interrogations et surtout aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, ce matin plutôt, sur le peu de moyens, le peu de solutions qui sont à proposer, puisque malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, on est loin du compte. J'ai lu dans un article du Monde hier que le budget là, donc, consacré aux violences contre les femmes, qui était donc, il y a 4 ans de 40 et quelques millions d'euros, est passé à 147, sauf que les associations et les personnes qui sont sur le terrain estiment que les besoins sont aujourd'hui de l'ordre de 2 milliards donc, d'euros. Donc on est loin du compte. Donc voilà. Et surtout, tu l'as bien précisé, le principal problème, c'est celui du logement. Où accueillir ces personnes et assurer leur sécurité. Voilà. Donc, je pense qu'il y a déjà, j'ai vu beaucoup de mains déjà qui se levaient. Donc, on peut prendre 20 minutes pour un échange pour vos questions. Donc, juste en face de moi. Donc, si vous pouvez vous présenter brièvement, donc comme ça, pour qu'on sache donc votre nom, le secteur où vous intervenez. Oui, alors Emmanuel Dupont, je suis assistant social et président d'une association dédiée aux femmes. Et ce qui revient beaucoup, c'est les femmes victimes de violences. C'est vraiment à 90% les raisons de la venue dans mon association. Moi, je voulais vous poser une question. C'est-à-dire que très souvent, c'est classé sans suite, les plaintes, et 1% aboutissent à une condamnation. Donc, quand une femme me sort ça, à quoi bon porter plainte? Qu'est-ce que je peux répondre? Eh ben, c'est pour ça que j'ai amené le sujet aujourd'hui.
justement autour de cette journée d'études. C'est vraiment pour qu'on puisse avoir cette conscience tous sur vraiment, mais comment ça se passe? Cette question de je porte plainte et après, elle vient tant pour celles qui n'ont pas porté plainte que pour celles qui ont déjà porté plainte et pour lesquelles il n'y a pas eu de suite finalement, où les auteurs sont quand même dans une récidive, ils reviennent, ils continuent d'harceler, ils viennent au domicile, enfin, c'est catastrophique. Donc, pour ma part, je rappelle toujours qu'il est important de porter plainte, ne serait-ce que pour que cette personne soit reconnue comme étant coupable, juste pour qu'on lui dise, écoutez, ce que vous avez fait, monsieur, madame, peu importe, mais en tout cas là, monsieur, ce n'est pas normal et vous n'avez pas le droit de le faire. Donc pour ça. Mais la suite, j'espère que, voilà, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir faire bouger les choses parce que, voilà, je suis comme vous, je n'ai pas la réponse. J'ai déjà plusieurs. Donc, vous avez le micro là, donc là, vous pouvez y aller. Après, c'est Georges, et à gauche, sur ma gauche et sur ma droite. Là. Alors, vous avez. Merci pour votre présentation, merci pour ces rappels essentiels. Vous avez parlé du et après. Dans le après, on avait aussi entendu un petit peu le mot résilience. Après, il y a aussi des femmes qui s'en sortent et qui s'en sortent plutôt bien. Quelle est leur place au sein de ces associations, d'un point de vue d'identification de ces victimes, qui ne voient pas juste en face d'elles que, oui, il n'y a que 1% qui aboutit. Je vous parle, c'est quand même important d'acter et d'aller porter plainte, ne serait-ce que pour soi. De dire, voilà, moi-même, déjà, je me reconnais en tant que victime et que c'est important que je le dise, que je ne le cache pas. Donc, ça, c'est... Et je ferme la parenthèse. Peut-être l'intervention des pairs, on le voit, enfin, la portée du groupe, le fait de s'identifier à quelqu'un qui s'en sort malgré toutes ces difficultés pour apporter quelque chose, petite vision positive un petit peu. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, on en a, celles qui s'en sortent bien évidemment et heureusement parce que sinon l'association n'aurait pas de sens finalement si on serait cantonné à de l'échec. Donc il y en a qui deviennent des femmes battantes du coup, mais actives au sein de l'association. Il y en a qui s'émancipent ailleurs. J'en ai une qui a d'ailleurs monté sa propre association pour accompagner les femmes victimes de violences également. Mais chacune a son étape et chacune a son chemin. Et il s'avère que tout le monde n'a pas finalement cette même facilité à pouvoir rebondir, à pouvoir devenir finalement combative et apporter des actions après au sein ou de l'association qui l'a accompagnée ou même auprès d'autres associations. Donc finalement, cette question, elle revient quand même parce qu'on a des femmes au sein de l'association qui sont là depuis plusieurs années quand même. Et elles restent parce qu'elles ont encore besoin, même s'il y a eu le dépôt de plainte, même s'il y a eu les accompagnements, elles ont encore besoin de ce soutien, elles ne se sentent pas encore prêtes à pouvoir s'émanciper plus. Et nous, on aimerait leur proposer plus, justement. On aimerait vraiment qu'il y ait... Pardon ? Ah non. J'ai cru que vous me parliez. Voilà, on aimerait qu'il y ait... plus d'actions, plus de mesures, de façon à ce qu'à un moment donné, comme je le disais, que la tige chenille devienne papillon. Nous, c'est ce qu'on veut, mais pas que pour un pourcentage. On aimerait que toutes les femmes, finalement, qui viennent à Djamadjigui deviennent des papillons. Georges a une question. Oui, j'ai deux questions. La première, vous avez dit que vous ne faites pas trop les demandes d'ordonnance de protection. Pourquoi? Nous qui ne faisons... J'ai pas compris la question. Vous faites pas trop des démarches pour faire des demandes d'ordonnance de protection. Vous l'avez dit, il me semble. Non, je crois pas avoir dit ça. Ah bon, c'est ce que... Donc, mais est-ce que vous le faites des demandes d'ordonnance de protection pour, Eh ben, écoutez, si jamais nous on est confronté à une situation telle que qui nécessite l'ordonnance de protection, on va le faire. Mais nous, on accompagne les femmes au dépôt de plainte, mais c'est pas systématique. Ouais. C'est pas. Oui, bien sûr, je comprends. L'ordonnance de protection, elle remplace un petit peu la plainte. C'est ça l'intérêt aussi. Il y a une procédure qui se poursuit après, qui protège les femmes et a des poursuites vis-à-vis des agresseurs.
Et puis l'autre question, c'est quel est le type de public que vous avez finalement? C'est-à-dire c'est des personnes étrangères, c'est toutes personnes confondues. Est-ce que vous avez des femmes sans papier, par exemple? Oui, on a des femmes sans papier, on a des femmes qui ont des papiers, on a des Françaises, on a, si vous voulez, on accueille toutes les femmes à Djamajigi. On n'a pas d'identité particulière au sein de l'association, mais c'est vrai, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la CIMAD, quand on est face à des femmes qui sont sans papier, on est obligé de les réorienter vers d'autres organismes. Voilà. Mais oui. Ok. Donc vous faites pas vous-même des démarches pour régulariser ces femmes sans papier? Non, pas de démarche administrative. On essaie d'accompagner comme on peut. D'accord. Ok, pardon. Non, je vous en prie. Voilà, on peut accompagner sur les démarches administratives. Hein. Moi, je le fais très naturellement, mais une femme qui n'a pas du tout de papier, je vais l'orienter vers la CIMAD. D'accord. Bien sûr, c'est des compétences des travailleurs sociaux, c'est très complexe. Je me permets, moi je suis chargée d'insertion dans un centre de formation et d'accompagnement des personnes dans l'accès au droit. Je voulais juste savoir dans quelle région géographique vous vous situez, votre association? On est à Noisiel. Pardon? À Noisiel. À Noisiel, d'accord. Seine-et-Marne. Ah oui, c'est 77. Et une question que je voulais juste, curiosité, mais peut-être bien placée, vous avez parlé des logements d'hébergement en janvier. C'est pour votre association? Non, c'est l'intervenant qui était là ce matin, Noël Agossa, qui expliquait qu'il allait mettre à disposition son propre logement. Ah. Il allait le mettre à disposition. Oui, ça c'est... Mais nous, non. D'accord, merci. Énorme, oui. Bien, donc ici, là, donc... oui. Peut-être que je ne suis pas sûre de la pertinence de ma question. Bon, ça, c'est toujours pertinent. Vous avez pris la parole. Je ne suis pas du tout travailleur social, je suis comédienne dans une compagnie de théâtre forum. Et donc, je travaille en atelier avec des femmes. On réfléchit beaucoup aux questions sur les violences sexistes et les violences conjugales. Ça revient 99% du temps. Mais là, ça n'a rien à voir avec mon métier. Je repensais à une autre expérience plus personnelle. J'étais bénévole sur les camps avec les mineurs non accompagnés. Nous faisions quelque chose qui n'est pas légal et qui est tout à fait discutable, mais c'est sur la question du logement. On avait créé tout un maillage dans le quartier, dans le 18e arrondissement, avec des familles que nous jugions, sans être travailleurs sociaux, bien entendu, aptes à accueillir pour quelques nuitées des mineurs non accompagnés, des enfants qui étaient complètement abandonnés dans la rue, qui étaient dans des états de panique assez avancés. Et en vous entendant ce matin, Monsieur Agossa et vous-même évoquer systématiquement ce problème du logement, je me demandais si c'était, en tant qu'association, quelque chose d'envisageable de tisser un maillage dans vos villes, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si cette question est intéressante, si elle mérite une réflexion ou pas. Voilà. Oui, évidemment, je pense que la question du réseau, il va falloir que nous on s'y penche aussi. Ok. Bien. Donc, là, il y a la présidente de l'association et en fait, elle voudrait... Trois fois, j'ai pris le micro. Hein. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bon, je me présente, je m'appelle Aminata Dango, je suis la présidente de l'association Djamajigi. Je ne vais pas compléter tout ce que Charlène a dit. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais moi, je voulais accentuer sur le fait qu'en fait, nous, on est situés à Noiselle, en Seine-et-Marne, le plus grand département d'Île-de-France. Il faut savoir que nous, dans notre département, c'est le désert. On est l'une des seules associations dans la communauté d'agglomération à proposer un tel accompagnement. Parce que nous, on touche à toutes les formes de violence. Dans l'association, en globalité, on a 10 pôles d'action. C'est-à-dire, vraiment, c'est de soutenir les femmes de A à Z, qu'elles soient victimes de violences ou pas. Sur le côté de l'excision, on est la seule association dans la communauté d'agglomération à proposer un accompagnement pluridisciplinaire avec des professionnels compétentes. Et tout ça, c'est pris en charge financièrement. Et c'est ouvert à toutes les femmes. Comme elle a dit Charlène, on ne va pas cibler une seule catégorie en fait. C'est vraiment toutes les femmes du monde entier qui sont les bienvenues dans l'association. Et je pense que c'est important que toutes les femmes puissent s'identifier à l'association et qu'elles se rendent compte que toutes les femmes en fait, peu importe la couleur de peau, l'origine, les convictions, qu'elles sont confrontées un jour ou l'autre à toutes les formes de violence en fait. Que ce soit les violences conjugales, que ce soit les violences au travail, que toutes les formes de violence, en fait, toutes les femmes, on est dans une société patriarcale
il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et c'est important qu'on se soutienne entre femmes et que cette sororité, elle soit mise vraiment accessible à tout le monde, en fait. Voilà, moi, mon intervention, c'était juste pour ça. Et de féliciter, en fait, toutes les associations qui sont sur le terrain. Parce qu'on est des associations, on est bénévoles, il n'y a personne qui est salarié. Et je pense que dans la majorité des associations, il y a peu de personnes qui sont salariées. Mais on le fait parce qu'on est engagé, en fait. On le fait parce qu'on est engagé. Certes, il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement, mais dans la réalité, sur le terrain, nous, on ne le voit pas forcément. Par exemple, moi, sur l'ordonnance de protection, si je témoigne, il y a des femmes que l'on a accompagnées, elles ont déposé plainte, hein, je vous assure, elles ont déposé plainte, il y a des ordonnances de protection, mais ce n'est pas pour autant que le monsieur, tous les matins, il est là, en train de menacer, il rentre dans la maison. Il y a des femmes, même leur serrure, il vient, il met de la colle glue, il est en train de crever les pneus. L'ordonnance de protection, c'est bien. Ils font quoi alors dans cette affaire-là? Oui, ben moi, je sais pas, moi je suis là en train de soutenir les femmes. Ouais. La police, ils font quoi? Ça, c'est une question qu'on devrait normalement, il faut appeler la police, quoi. Oui, mais ils appellent la police, mais quand c'est tous les jours. Quand c'est tous les jours, c'est pour ça que ça démotive les femmes. Voilà. Si je peux me permettre pour rebondir à ce que disait Aminata, on a un cas de femme qui est du coup fichée S parce qu'elle a été contrainte de suivre son mari. Ouais. Voilà, pour le djihad. Ce mari a finalement été emprisonné avec une ordonnance de protection. Elle s'est retrouvée dans un logement où en fait il envoyait ses sœurs, ses frères mettre du caca dans la boîte aux lettres, taper, défoncer les portes, etc. Donc voilà, ça c'est la réalité aussi du terrain. Et pour répondre à ce que vous disiez, je crois que vraiment le réseautage, c'est ce que Noël Agossa disait ce matin, c'est qu'il faut vraiment qu'on l'active, mais qu'on l'active tous ensemble en fait pour qu'il y ait justement des solutions, qu'on trouve des solutions ensemble. Bien. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Je suis psychologue en mission locale dans les 93. On reçoit des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés sans emploi. Et vous parlez aussi, vous accueillez des femmes victimes de violences intrafamiliales aussi, il me semble bien. Moi, je reçois des jeunes femmes pour qui les mesures de protection, l'ordonnance de protection, ça s'applique pour les violences conjugales, quand il s'agit des violences conjugales. Mais quand il s'agit des violences intrafamiliales, il n'y a pas autant de mesures de protection. Quand ils sont mineurs, on peut saisir l'ASE, on peut faire un signalement. Jusqu'à 21 ans, il y a le contrat jeune majeur, mais après 21 ans, il n'y a pas des solutions. Comment vous vous attaquez à la mise en sécurité des jeunes après 21 ans ? Sincèrement, c'est une bonne question. J'ai pas été confrontée à ce cas-là nécessairement, mais si je devais répondre là tout de suite, je dirais qu'il faudrait que l'enfant, au-delà de 21 ans, qui n'est plus un enfant du coup, qui est un adulte majeur, porte plainte lui-même et dise voilà, je n'ai pas envie d'être en relation avec cette personne, parce que je sais que finalement, si on porte plainte pour soi en tant que mère, mais on ne porte pas forcément plainte pour l'enfant. Et souvent ça vient, si vous voulez, poser problème, parce que le père a encore le droit d'avoir accès à l'enfant. Mais là, à partir de 21 ans, c'est peut-être l'enfant majeur qui peut porter plainte, lui, et dire qu'il ne veut pas être en relation avec... le problème, c'est pas l'effet de porter plainte à l'occasion, c'est la mise en sécurité, parce que j'ai en tête par exemple une jeune femme qui m'a dit je peux porter plainte. D'ailleurs, elle l'a déjà fait, mais elle a dû retourner au domicile parce qu'il n'y a pas de mise en sécurité pour elle. En fait, elle a porté plainte d'ailleurs contre son frère, parce que voilà, c'est lui qui a la main mise. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que porter plainte, ça peut déjà servir comme antécédent, voilà, être connu des services policiers. Mais la question que je pose, c'est la mise en sécurité
de ces personnes. Bien, on a encore Monsieur, oui. 3 questions. Donc là, Non, mais vas-y, gauche, là. si tu parles pour une réponse. Bonjour, merci pour vos interventions à tous. Voilà, moi j'avais une question par rapport au justement le après je porte plainte, la reconstruction. Qu'est-ce qui est proposé à ces personnes qui sont victimes? Alors j'englobe les femmes victimes de violences, mais également, enfin voilà. Moi j'interviens auprès des sortants de l'ASE, justement, qui est une population très fragilisée. Effectivement, qu'est-ce que vous proposez en termes de reconstruction? Et est-ce que la justice restaurative est peut-être aussi une piste de travail pour ces personnes, en tout cas victimes de violences? Alors, je l'espère en tout cas. Et je prends aussi avec beaucoup de gratitude cette proposition. Alors nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment l'accompagnement psychologique avec des thérapeutes, avec des psychologues, des coachs, des sexologues. On a une sophrologue également au sein de l'association. On met en place des séjours de rupture. Donc on permet aux femmes de partir pendant une semaine et de couper, vraiment. On va leur proposer des massages, des séances de bien-être. Et voilà. Bien. Je peux? Mohamed, et puis une dernière question. Voilà la dame qui est en jaune, là, donc, depuis tout à l'heure. Donc, Mohamed, et puis, sauf si tu veux. Oui, moi c'est seulement un témoignage parce qu'on a travaillé à Seine-et-Marne, là où vous êtes, et c'est pour dire que c'est le plus grand département de France, non pas seulement de l'Île-de-France. Et on avait dans les années 80, surtout 90, on était responsable de toute la prévention du VIH-Sida, et on devrait intervenir dans ce département, et aussi intervenir dans les foyers de travailleurs migrants. Et imaginez-vous, pour aller de Meaux à Melun, qui est la capitale, eh ben, il y a à peu près, il y a combien ? 100 voitures en transport, mais uniquement, ça veut dire c'est comme on peut aller jusqu'à Amiens, Reims ou ailleurs, mais c'est encore plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là où je veux intervenir. Premièrement, pour vous remercier, notre soutien à Migration Santé, il est à 100%, hein, on pourra faire ce qu'on peut. Et c'est de former des personnes relais. Par exemple, j'ai entendu une personne, elle a dit, moi aussi j'étais victime, j'ai entendu, mais j'ai pas vu qu'elle était victime, par exemple, de la violence. Ces personnes, elles sont des personnes ressources indispensables, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu une situation, ils deviennent des personnes relais, c'est-à-dire qu'on était dans j'ai dit Melun et Meaux, mais on était aussi dans d'autres villes très loin, c'est de former des groupes relais, c'est-à-dire de former les personnes d'un temps comme ça et de leur dire, nous, on a les moyens de ce que vous avez. C'est-à-dire, on n'a pas les moyens d'être là tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, mais vous pouvez agir et nous, on est à votre écoute. Et de les former. Donc, on a formé des groupes relais dans les foyers, dans les petites villes, etc. Et à ce moment-là, on leur fait des stages de formation, ce que vous êtes en train de dire, et après, les renforcer dans leur travail et être auprès d'eux. Et ça rapporte avec le temps. Voilà. Merci. Quelquefois, ils créent leur propre association. Désolé de prendre plus de temps qu'il faut. Alors, je suis Sandrine Guillaumy, je suis assistante sociale dans un CHRS à Noisy-le-Grand. Ma question elle est très très intéressée parce qu'on a en fait une communauté d'Europe de l'Est où il y a vraiment, accueillie dans notre CHRS, où il y a vraiment une grande violence intrafamiliale et conjugale aussi, et on est quand même démunis par rapport à l'accompagnement de cette population-là, ou de certaines jeunes femmes qui subissent ce genre de violence. Et je voulais savoir si, au sein de votre association, vous aviez déjà accueilli, parce que vous n'êtes pas trop loin de chez nous, justement, vous avez déjà accueilli ce type de population pour qu'on puisse peut-être penser à vous pour certaines jeunes femmes qui sont vraiment démunies, qui ont envie de sortir en fait de ce cocon-là, qui sont quand même rattrapées. Il y a beaucoup de pression familiale et notamment, je pense à une jeune avec qui on a ce genre de soucis en ce moment. Oui, alors merci. Comme je le disais tout à l'heure, on accueille toutes les populations de femmes. Donc on est tout le temps et en permanence confrontés à des femmes. Et c'est pour ça qu'au début j'ai dit, c'est pas seulement conjugal, mais c'est vraiment intrafamilial.
parce qu'en fait, il y a toute la famille derrière qui cautionne pour qui c'est normal. Enfin, voilà, il y a des traditions, etc. Donc, oui, on les a déjà accueillis. Alors maintenant, la question, ça va être de savoir comment, quels moyens on met en place. Moi, je vous parle de psychologues et de sophrologues et d'avocates, etc., qu'on a au sein de l'association, mais il n'y en a qu'une à chaque fois. Donc, comment la seule psychologue de l'association peut aussi, elle, accueillir. C'est-à-dire que ça demande aussi des moyens, des mesures. Il faut pas que pousser les murs, il faut aussi pousser les métiers et avoir les fonds pour les accueillir. Bien entendu que si elles viennent à l'association, elles seront accueillies, elles seront accompagnées. Mais à quel rythme? Voilà. Bien sûr. Évidemment. Mais on comprend parfaitement. Nous, on a accueilli une femme de Pakistan. Elle est pakistanaise. Alors c'est pareil, c'est au niveau de la famille en fait que ça se passe, et le mari et le papa et la maman, enfin et tout le monde, et elle est toute seule quoi, elle est démunie. Donc oui, d'où les séjours de rupture, d'où les sorties, d'où les voyages, d'où voilà. Ça permet de quitter un petit peu le carcan familial. Bien, merci. Eh ben, merci à vous. Je voulais juste remercier Elisa qui nous a fait cette jolie slide. C'est pas moi qui l'ai faite. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais juste une question. Oui. J'aimerais savoir ce que veut dire Jama Jigui. Ah. Oui, c'est en lien avec les femmes battantes. Donc c'est pouvoir pour tous. Tu peux. Non. Ça veut dire l'espoir de tout le monde en Bambara. L'espoir pour tous. Ouais. En fait, on a choisi ce mot-là. En fait, moi, je suis partie des trois femmes à l'Essouet qui ont été trois à l'époque à créer l'association. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on a 200 adhérents. Et en fait, pourquoi on a choisi le nom de Djamajili? C'est des femmes qui viennent d'ailleurs, qui s'identifient à notre association. On a pu mettre l'espoir de tout le monde en français. Moi, je suis française d'origine malienne. J'ai vécu ici. J'ai été 2 fois dans ma vie au Mali, donc je m'identifie en tant que française. Mais nous, c'était important pour nous, pour les femmes qui viennent d'ailleurs dans les communautés maghrébines, Bambara, Soumédié, Djama, ça veut dire le groupe. C'est pour ça qu'on a choisi le nom de notre association. Et on voit que ça marche parce qu'on réussit à les aider. On réussit à toucher des populations qui ne venaient pas voir les institutions. On réussit à toucher des femmes, à les faire venir, à les voir un psychologue. Ces femmes-là, peut-être qu'elles ne sont pas allées voir la LDF ou le CCAS. Donc ça marche. Donc vive la magie. Donc espoir pour tous. Bien.